Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour ce troisième podcast d'Il était une fois la boxe. Et aujourd'hui donc on va parler d'un boxeur, un boxeur qui est une légende de son sport et quand même c'est alors peut-être pas connu par tout le monde puisque c'est une histoire qui remonte, ça a quand même plus de 100 ans. C'est l'histoire d'Harry Greb. Alors Harry Greb c'est un boxeur américain. Pourquoi j'ai voulu en parler en fait en principe c'est plus je parle plutôt des boxeurs sur les formats vidéo. Mais là, lui, je voulais en parler parce qu'en fait, ce boxeur, il y a une particularité avec lui, c'est que c'est reconnu comme étant vraiment l'un des meilleurs. Vous allez voir les tops, souvent les classements, vous verrez qu'il apparaît souvent dans le top 5, voire il est souvent sur le podium. Et le truc qu'il y a avec ce boxeur, c'est qu'en fait, eh ben, on n'a aucune vidéo de ses combats. On a quelques photos de lui, on a des petites vidéos de sparring, enfin de shadowboxing, pardon, où il s'entraîne, mais on n'a vraiment rien de concret. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, c'est l'occasion peut-être justement d'évoquer ce boxeur via le format du podcast, parce que des images, j'en aurais pas beaucoup à vous montrer. Et en plus, comme c'est une longue histoire et une grande histoire, je me suis dit, il faut prendre le temps pour la poser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler de Greb. En plus, ça m'avait été demandé par certains d'entre vous sur la chaîne Harry Greb. Et moi, c'est vrai que c'est un boxeur dont j'avais découvert l'histoire et qui est vraiment très très intéressante, très impressionnante. Et c'est pourquoi je décide de vous la faire partager aujourd'hui. Donc Harry Greb, en fait, c'est un gars qui est né en 1894 et qui est issu donc de parents immigrés allemands. Il a vécu à Pittsburgh, donc aux États-Unis. Et la boxe, il a commencé ça à 19 ans, en 1913. Voilà, donc il était plutôt d'une famille prolétaire. Il gagnait pas forcément énormément d'argent. Et bon, lui, c'est vrai qu'il s'est tourné vers la boxe. Ses raisons, on n'a pas vraiment. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose sur son enfance, sur sa jeunesse qui expliquerait ça. À mon avis, c'était un gars, oui, voilà, qui avait un fort tempérament de bagarreur et qui, naturellement, est allé vers la boxe pour gagner sa croûte, quoi. Et donc, voilà, Harry Greb va se lancer. Alors, premier combat en 1913, donc un combat qu'il va gagner. Il va enchaîner deux victoires, puis il va perdre son quatrième combat par décision. Alors, décision du journal, parce que il faut le savoir, en fait, à l'époque, si vous voulez, la boxe, c'était pas encore officialisé comme aujourd'hui. Et les décisions, en fait, il n'y avait pas de juge officiel sur la plupart des combats. Souvent, en fait, c'était un journal qui était désigné, plus ou moins, ou plusieurs médias qui étaient désignés pour donner une décision du vainqueur. Voilà, c'était comme ça que ça marchait. Et là, bon, ben, son quatrième combat, il va le perdre par décision, Greb. Il va en gagner ensuite deux autres, puis à nouveau une défaite par KO au deuxième round au septième. Donc bon, vous voyez que sa carrière, ça commence pas forcément de façon flamboyante, mais bon, il fait aller comme on dit, et c'est vrai qu'il va enchaîner quand même après, il va continuer à boxer à Pittsburgh, donc dans sa ville natale, il reste vraiment un peu dans sa zone de confort, et il va enchaîner plusieurs combats. Et notamment, alors il y aura beaucoup de victoires et il y aura quelques matchs nuls. Parce que, alors ça aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait certains États, en fait, où il y avait des règles un petit peu propres à certains États à l'époque, où quand vous marquiez pas un KO net, quand ça allait à la limite sur 10 rounds ou 6 rounds, et bien des fois, en fait, on pouvait automatiquement déclarer match nul. On ne cherchait pas à savoir qui avait plus ou moins dominé. Des fois, on disait directement, bon, il n'y a pas eu de chaos, c'est un match nul. Ça dépendait vraiment des états, ça dépendait, c'était vraiment très chaotique la boxe à cette époque-là. Il n'y avait pas vraiment de règlement bien défini. Mais en tout cas, il va continuer à combattre et bon, à remporter pas mal de succès. Et en fait, il reçoit son surnom, Harry Greb, on le surnomme le moulin à vent de Pittsburgh. Moulin à vent parce que effectivement, il a tendance à balancer ses points dans tous les sens, ce mec. C'est le gros volume de coups. C'est un bagarreur en fait, hein. C'est pas, alors c'est dommage qu'on n'ait pas de vidéo de lui quand il se bat, mais de ce que les médias en ont raconté, des témoignages qu'on a, c'était un gars qui balançait ses points dans tous les sens, et notamment au début, il n'y avait aucune précision, quoi. C'était vraiment, je te crible de coups, c'est un ouragan qui va te tomber dessus, et au bout d'un moment, il y en a un qui va passer, et en face, les mecs, ben, savaient pas trop quoi faire, quoi. Ils avaient une sorte de fou furieux devant qui balançait des coups de poing à tout va, et qui avait sûrement un très très gros cardio, parce qu'il pouvait faire ça pendant tout un combat. Et c'est comme ça qu'il gagnait souvent, Harry Greb. Alors le premier gros combat qu'on peut noter de lui, ça arrive en janvier 1915, pardon, c'est contre Jack Blackburn. Alors il faut savoir, Jack Blackburn, c'était un boxeur noir américain. À l'époque,
il y avait beaucoup de boxeurs blancs qui refusaient de boxer les noirs américains. Alors notamment il y avait les lois ségrégationnistes si vous voulez. Et Greb lui, bon ben ça le gênait pas, lui il prenait vraiment tout le monde. Donc il va affronter Jack Blackburn et il va le battre au point. Et effectivement ce qui est ressorti de ce combat, des témoignages, des articles de presse qu'il y a, ben, comme d'habitude c'est qu'en fait Greb il a eu un très très gros débit de coups mais c'était imprécis, ça partait dans tous les sens. Mais en tout cas sur tout ce qu'il a envoyé, il y en avait forcément plusieurs qui passaient. Et Blackburn, il s'est retrouvé un peu impuissant face à cette tempête de coups qu'il avait en face. Voilà. Donc on arrive à 1915, il est à un palmarès de 15 combats. Enfin, il enchaîne sur 15 combats. Et il n'y a que 2 défaites. Alors après, en fait, il arrive en octobre 1915 face à George Shipp. Alors George Shipp, c'est un ex-champion du monde des poids moyens, voilà, qui avait été champion de la catégorie poids moyens, parce que je ne voulais pas préciser, c'est vrai que tout ça se passe en poids moyen. Et il avait été champion, George Shipp, donc de 1913 à 1914, et notamment, en fait, il avait été battu cette année 1914 par Al McCoy, qui est un très très grand champion dont on va reparler après. Et bon, ça va être un combat effectivement qui va se terminer par un match nul en fait, ce combat contre Shipp. Il y avait la majorité des médias qui étaient pour le match nul, que ce soit la Pittsburgh Press, le Pittsburgh Gazette, enfin tous vraiment scoraient match nul sur ce combat entre Shipp et Greb. Donc bon, c'était un combat sans titre en jeu, de toute façon, voilà, une fois encore, Shipp n'avait plus son titre mondial. Voilà, ça s'est terminé par un nul, donc bon, il n'y a pas plus. Et en novembre 1915, il va rencontrer un très gros nom, Harry Greb. Il rencontre Tommy Gibbons. Alors, les frères Gibbons, parce qu'ils étaient 2 frères, Mike et Tommy, et c'était un peu des terreurs des rings de l'époque. Donc, il y avait surtout Tommy, qui en fait était invaincu. Il avait un palmarès de 20 combats, 18 victoires et 2 nuls. C'était assez rare d'être invaincu à l'époque. Alors, même si là, c'est un petit palmarès pour l'époque, aujourd'hui, avec un palmarès comme ça, presque tu peux prétendre à un titre mondial. Mais à l'époque, ils accumulaient énormément de combats, évidemment, et souvent des petits combats. Mais en tout cas, voilà, Gibbons, c'était un mec invaincu qui était crème. Et là, Greb, en fait, va se prendre une terrible défaite. Il va se casser les dents sur Tommy Gibbons. C'est-à-dire qu'il va être assez agressif, comme d'habitude, d'avoir un gros débit de coups, apparemment, selon la presse. Mais Gibbons, en fait, va vraiment le battre sur la technique. Voilà, il est beaucoup plus technique, il le contre, il trouve des ouvertures dans le style très peu orthodoxe et très brouillon de Greb. Et il va même, apparemment, très très durement le toucher, il va le blesser et tout. Ça va être une terrible défaite pour Harry Greb. Et il finit l'année, donc 1915, contre Kid Graves. Et là, à nouveau, une défaite. En fait, Harry Greb, il va se fracturer le bras au 2e round. C'est alors qu'il remportait quand même, il menait le combat et apparemment même il a remporté le second round, mais c'est au cours de ce round qu'en fait il s'est fracturé le bras et à l'appel du 3e il n'a pas répondu parce que la douleur était telle qu'il n'a pas pu continuer. Et ça donc ça a du coup déclenché un KO technique et ça a été la seconde défaite par KO de sa carrière et ça sera aussi la dernière par KO. Alors ensuite, vous voyez que au final, Harry Greb, il a quand même du mal. Et en juillet 1916, il a une nouvelle chance un petit peu de briller face à George Shipp, donc il avait croisé, face à qui il avait fait match nul. Et là, il a l'occasion d'essayer d'aller chercher une victoire. Mais là encore, ça ne va pas du tout le faire. C'est-à-dire que Greb, il va se faire dépasser par Shipp, il va faire beaucoup moins bien qu'au premier combat. Et en fait, apparemment, selon les médias, Greb, il fait un combat désastreux où il passe son temps à s'accrocher à Shipp parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et il se fait malmener. Et très logiquement, il perd au point. Voilà, il ne se fait pas être KO. Une fois encore, il va à la limite. Mais c'est une terrible défaite quand même. Donc vous voyez que c'est pas forcément un boxeur fracassant, Harry Greb. Et il n'y a rien qui laisse présager la suite, mais en 1916, en fait, il revient un peu puisqu'il va rencontrer un très bon boxeur de l'époque qui s'appelait Willie K.O. Brennan, et il va le battre. En 1917, il bat Joe Borrell aussi, qui était très bien classé, et en février donc 1917, il va croiser la route de Mike Gibbons. Donc Mike Gibbons, qui était le frère de Tommy, donc Tommy qui avait infligé une terrible défaite à Harry Greb. Et là, si vous voulez, il va être très agressif, Greg, pendant 5 rounds. Mais
enfin, même en état agressif sur ces rounds, ça passe pas vraiment. C'est-à-dire que toujours, c'est une défense technique qui lui fait défaut. De plus, on peut supposer que Mike, il a été très bien conseillé par son frère Tommy, donc il le contre pas mal. Et c'est surtout au 6e en fait que Greb il va complètement lâcher et il va se faire très durement toucher apparemment. Et du coup, Mike Gibbons va l'emporter. Donc c'est une nouvelle défaite pour Harry Greb. Alors 2 jours après ce combat seulement, où il a été durement touché, il va à nouveau battre Willie K.O. Brennan. Donc c'est pour vous donner un peu une idée du rythme auquel s'enchaînaient les combats à l'époque. C'était à une vitesse folle. 2 jours après une terrible défaite, il se reprend un type qui va battre. Et ensuite, en avril 1917, donc, il va rencontrer Zulu Kid. Zulu Kid, c'est pareil, c'était un des grands boxeurs noirs américains de l'époque. Et c'était, beaucoup l'esquiver. En fait, Greb va accepter de le prendre. Donc, il va être très dominé pendant les 2 premiers rounds. Puis, à partir du 3e, en fait, il va se réveiller. Et là, il va se mettre à faire le moulin à vent de Pittsburgh, envoyer des coups n'importe où. Et ça va très bien marcher, ce coup-ci. Et du coup, il va réussir à remporter la décision au final. Voilà, ce même mois, il va rencontrer Al McCoy. Donc, Al McCoy, qui, je vous en ai parlé, était le champion du monde en titre des poids moyens. Et en fait, ce gars-là, il avait pris le titre donc en 1914 en battant George Shipp par KO dès la première reprise. Donc, c'est vous dire quand même, George Shipp, c'est quand même le gars qui a fait match nul et qui a battu surtout Harry Greb lors de leur deuxième combat. Donc, on donne pas cher de la peau de Greb dans ce combat contre McCoy. C'est un combat d'ailleurs qui est sans titre en jeu. Voilà, il y en avait beaucoup à l'époque. Les champions combattaient très régulièrement dans d'autres combats et ils devaient avoir à peu près par an, un peu comme aujourd'hui, on va dire 2, 3, même 4 maximum combats avec le titre en jeu. Et après, tout le reste derrière, c'était des petits combats sans titre en jeu. Et ce combat arrive. Dès le début, en fait, Al McCoy va percuter Harry Greb avec une gauche terrible. Et en fait, il va continuer à le marteler, mais cette fois-ci, Greb, après l'avoir pris une première fois, va vraiment éviter cette gauche. Et puis, il va faire son style, c'est-à-dire un gros débit de coups. Et c'est apparemment à cette époque-là où sa boxe se purifie un petit peu. C'est-à-dire que dans son débit de coups, c'est beaucoup plus précis. C'est des coups plus nets et plus précis. Et ça va littéralement asphyxier Al McCoy. Et du coup, pendant 10 rounds, le champion du monde des poids moyens, il va pas voir le jour. Il va pas voir le jour. Et les 10 rounds, en fait, Greb, ça va être... ça va être une tornade, c'est des coups en rafale, et Al McCoy il va rien pouvoir faire. Et du coup, c'est Harry Greb qui va gagner par décision. Et là, c'est quand même assez gros parce que c'est face au champion du monde des poids moyens. Alors, hélas pour lui, le titre n'est pas en jeu, mais là, Harry Greb il remonte vraiment dans les classements. Et le mois suivant, juste après ce gros combat, il retrouve du coup George Shipp. Voilà, puisque après cette performance contre McCoy, il s'est dit, peut-être que si maintenant il reprenait George Shipp, il pourrait mieux faire. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Il va le battre en 10 rounds sur décision et prendre sa revanche. Donc. Après ça, le mois suivant encore, il enchaîne contre Frank Mantel et il va le battre en simplement 70 secondes. Donc très rapide. Alors que Graham n'était pas un puncher. Mais là, il va vraiment le rouer de coups et ça va être très rapide. Il va ensuite rencontrer dans cette année-là Buck Cruz qui avait quand même 100 victoires pour seulement 17 défaites et 10 nuls. C'est pour vous donner encore une fois une idée du nombre de combats que les mecs faisaient à l'époque, c'était énorme. Et Greb va l'asphyxier encore. Et au 6e round, en fait, Buck Cruz il va jeter l'éponge parce qu'il n'en peut plus de se faire rafaler de coups et ça va être une victoire par KO technique. Puis, dans ce même mois de juillet, il va rencontrer Jack Dillon. Alors Jack Dillon, c'est une autre catégorie, là, on passe chez les mi-lourds. Et Greb accepte de monter pour le rencontrer. Alors Jack Dillon qui avait été champion chez les mi-lourds justement, et champion du monde donc c'était un grand nom de la boxe. Il avait un gros palmarès, lui il avait quand même 171 victoires pour 13 défaites et 22 matchs nuls. Et c'était un très gros adversaire pour Greb, surtout que Greb est à la base un poids moyen. Et là, il monte chez les mi-lourds pour l'affronter. Et bien, Greb va faire un combat fabuleux. C'est-à-dire que, comme d'habitude, il y a le gros débit de coups, le gros volume, mais en même temps, il y a beaucoup plus de mobilité. Et là encore, une évolution chez Greb, c'est qu'en fait, il est mobile,
il est insaisissable, il bouge dans tous les sens et il envoie des rafales. C'est-à-dire que ce mec, c'est très difficile à boxer parce qu'il est sans arrêt en mouvement et ça rafale, et tu trouves quasiment aucune ouverture. Et apparemment, Jack Dillon, dans ce combat, il était frustré, il était complètement enragé, il essayait d'envoyer des grosses frappes pour essayer d'assommer Greb, mais il était complètement impuissant. Donc ça va être une terrible victoire d'Harry Greb là. Vraiment très très grosse victoire pour lui. Et en septembre 1917, donc on est toujours en 1917, il rencontre le champion du monde des poids mi-lourds qui est Battling Lewinsky. Battling Lewinsky qui est un très très grand champion et qui a été champion, si je ne dis pas de bêtises, en 1916, mais je crois que c'était justement en battant Jack Dillon. Et c'était le grand champion de la boxe poids mi-lourds. 137 victoires, 27 défaites, 26 nuls au moment où Greb le rencontre. Donc c'est vraiment en fait un combat très très attendu. Mais ça va être un combat très difficile pour Harry Greb. Alors, Harry Greb va quand même gagner par décision. Il va même parvenir à envoyer son adversaire au tapis dans la 10e reprise. Et c'est vraiment une grosse performance parce qu'il faut savoir que dans ce combat, Battling Lewinsky, en fait, il pesait 7 kilos de plus qu'Harry Greb. Voilà, Harry Greb, une fois encore, c'est un gars qui vient des moyens. Donc, il n'est pas dans sa catégorie de poids naturel. Et là, face à un mec qui fait 7 kg de plus, il va le dominer et il va même réussir à l'envoyer au tapis dans la 10e reprise. Donc une fois encore, hélas pour lui, il n'y avait pas de titre en jeu. C'est-à-dire que le combat s'est fait vraiment sans titre en jeu et c'est alors que Battling Lewinsky était le champion. Donc ça fait 2 fois que ça y arrive où il bat un champion, mais hélas pour lui, la ceinture mondiale n'est pas en jeu. Et il finit il finit pas l'année encore. C'est dans le même mois, excusez-moi, qu'il bat Jeff Smith, qui était un des grands espoirs pour moyenne, donc il redescend chez les moyennes. Puis en novembre, il rebat à nouveau George Chip. Donc là, ça sera par contre une décision officielle, parce qu'on est en 1917 et la boxe commence à prendre de l'ampleur. Et cette fois-ci, il commence à y avoir des gros combats où c'est plus les médias, les journaux qui donnent la décision. Là, en l'occurrence, il y avait des juges, mais là, ici, c'est que l'arbitre. Il n'y avait qu'un juge, c'est l'arbitre. Pendant très longtemps, ça va être ça. Après, il y aura des juges au bord du ring, mais souvent, ça sera divisé en 3, c'est-à-dire qu'il y aura 2 juges au bord du ring et l'arbitre qui rend également sa scorecard. Et puis, ça sera bien plus tard, c'est dans les années 70 où en fait, on va arrêter de laisser l'arbitre scorer le combat, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment 3 juges au bord du ring qui décideront de la décision. Voilà. Donc là, mais pour le coup, c'est une décision officielle rendue par l'arbitre Frank Mills. Et en décembre, donc fin d'année, il bat Willie Meehan à nouveau. Donc c'est quand même une grosse année. Alors je vais vous dire les chiffres de cette année 1917. Greb, il a combattu 37 fois, ce qui est un record absolu dans la boxe. Il a combattu 37 fois au cours de cette année, et sur ces 37 combats, il y a 34 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et les 2 défaites, il les a suivies contre Mike Gibbons, dont je vous ai parlé, c'était en tout début d'année, et un boxeur hongrois qui était surnommé Soldier Bartfield. Voilà, c'est ces 2 défaites juste cette année. Alors en 1918, il continue sur sa lancée, et alors il va enchaîner 20 combats là, donc 18 victoires et 2 nuls. Alors les victoires, il va battre 2 fois Zulu Kid qu'il avait déjà rencontré. Il va rebattre Jack Dillon, il va battre Al McCoy, alors toujours des combats qui sont sans titre en jeu. Il va prendre sa revanche sur le Hongrois Soldier Batfield, alors il va faire un match nul contre lui, mais il va le battre 2 fois. Et puis, il va rencontrer surtout Mike McTwigg. Et Mike McTwigg, c'est un futur champion du monde des mi-lourds. Vous pouvez aller voir, ce boxeur, ça a été un des très grands champions pour mi-lourds. Peut-être pas un des plus grands, mais un des très grands. Et il va le battre. Et bon, alors là, McTwigg n'était pas champion, donc il n'y avait pas de titre en jeu. Mais ça va le classer vraiment parmi les grands une fois encore. Et cette même année 1918, il rencontre le champion des moyens, alors ce qui n'est plus Al McCoy, puisque Al McCoy avait été détrôné par Mike O'Dowd en 1917, donc l'année d'avant. Et c'était Mike O'Dowd, le nouveau champion moyen, et il va le rencontrer, et cette fois-ci, il y aura le titre du champion du monde des poids moyens en jeu. Donc pour la première fois, Harry Greb, il arrive à obtenir une chance mondiale. Ça va être un combat très très serré entre les deux. Et au final, ça va se terminer par un match nul. Donc Harry Greb va manquer sa chance de devenir champion du monde.
Alors il fait à la fin d'année quand même, 1918, il va retrouver Battling Lewinsky, le champion des poids mi-lourds. Mais cette fois, cette fois encore pour Lewinsky et contrairement à Mike O'Dowd, là il n'y aura pas de titre en jeu. Donc oui, il va le battre encore une fois, Harry Greb, mais hélas, toujours pas de titre en jeu. Voilà, donc Harry Greb, c'est vraiment un gars qui caracole au plus haut niveau et qui n'a pas d'occasion mondiale. Donc en fait, ça a été le cas hélas de beaucoup de boxeurs à l'époque. Il y avait Packy McFarland qui était dans ce cas-là, il y avait Sam Langford qui a été dans ce cas. Et c'était voilà, des prodiges ces mecs-là. Mais hélas, il n'y avait pas moyen, il n'arrivait pas à trouver sa chance mondiale Greb. En tout cas, il va continuer sur sa lancée et entre janvier 1919 et mai 1920, Harry Greb il va monter sur le ring 52 fois et ça va être 52 victoires. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. En 2 ans, combattre 52 fois et ne jamais perdre, parce que c'était ça la difficulté à l'époque, c'était très difficile d'avoir des longues périodes d'invincibilité parce que oui, il y avait pas, c'était pas les combats comme aujourd'hui où il y a des grosses préparations derrière. Là, vous preniez les combats sur le tas. C'était vraiment des combats qui étaient pris sur le tas et pour être au top tout le temps, c'était quasiment impossible. En plus, bon, je veux dire, on a une époque où, je vous le rappelle, il n'y a pas les pesées la veille. La pesée se fait le jour J avant de monter sur le ring. Donc, quand tu fais comme un Greb qui fait le yo-yo entre les poids moyens et les mi-lourds, comme vous avez pu le voir, c'est assez énorme quoi, qu'il arrive à garder un aussi beau palmarès pendant autant de combats, en sachant qu'une fois encore à l'époque aussi, il n'y avait pas vraiment de vidéos qui tournaient. C'était pas comme aujourd'hui, donc souvent les boxeurs, tu les découvrais sur le tas aussi. Tu avais peut-être entendu parler de leur réputation. Si c'était des grands boxeurs, tu avais pu voir peut-être certaines images dans des cinémas ou carrément être allé voir un de leurs matchs. Mais il y avait plein de mecs qu'on te mettait dans les pattes en petit combat et dont tu ne savais rien, quoi. Tu savais pas et en fait il fallait t'adapter sur le tas. C'est ça qui est quand même assez énorme. On se rend pas compte, mais à l'époque c'était vraiment un truc de fou, quoi, la boxe. C'était des gladiateurs, quoi, les mecs. Et puis bon, je vous parle pas des équipements, quoi, que ce soit les protège-dents ou même les gants qu'ils avaient à l'époque, c'était pas. Donc vraiment, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Et durant donc cette longue période d'invincibilité, Greb il va rebattre plusieurs fois Battling Lewinsky. Il va rencontrer Leo Hook, qui était un très grand boxeur de l'époque, et pareil, il va le battre. Chuck Wiggins, lui aussi très grand nom de l'époque, qui va battre plusieurs fois. Il va retrouver Zulu Kid, qui va rebattre. Il y avait Billy Miskey également chez les mi-lourds, qui était très très bon. Il y a eu Joe Chip, il y a eu Jeff Smith, qu'il avait déjà rencontré. Enfin, tous ces gars-là, vraiment, il va les battre. Et il va même retrouver Mike McTwig. Et c'est pareil, il va le battre. Donc toujours des combats sans titre en jeu. Mais c'est voilà quoi. C'est que des victoires sur des gros noms. C'est vraiment incroyable. Et en mai 1920, donc après cette série de 52 victoires, il va retrouver à nouveau Tommy Gibbons. Alors il faut savoir que durant cette longue période, Harry Greb il avait pris sa revanche sur Mike Gibbons, voilà, qu'il avait battu. Par contre, Tommy, le plus balèze des deux frères, il voulait aussi du coup prendre sa revanche, Greb. Et Tommy, c'était un gros morceau parce que je vous avais déjà expliqué que quand il l'avait rencontré à la première fois, il était invaincu en 20 combats. Et depuis, ça avait changé et Tommy Gibbons, il était toujours invaincu, mais cette fois en 53 combats. Il y avait 49 victoires et 4 nuls. Et ça, c'est énorme pour l'époque, c'était incroyable. Et donc il y va pour prendre sa revanche et pour tenter de faire tomber Gibbons. Mais à nouveau, il va être défait au point et apparemment une terrible défaite. Voilà, comme la première fois, il va se faire dominer dans tous les sens, quoi. Donc Tommy Gibbons reste invaincu et invincible apparemment. Mais en juillet quand même, Greb va reprendre Gibbons. Et là, ça va être un tout autre combat. Gibbons là qui était invaincu en 55 combats puisqu'il avait fait, il y a eu le combat contre Greb et un autre combat entre temps. Et ça va être une bataille acharnée, apparemment ça va être un combat complètement fou. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à partir du 7e round, c'était en extérieur, il va se mettre à pleuvoir comme pas possible. Il y a même le public qui commence à quitter l'arène et eux vont continuer à se battre. Greb va être blessé à la mâchoire, mais il va continuer en fait à batailler comme un cheval fou, quoi, en envoyant ses gros volumes de coups. Et cette fois, il va parvenir à terrasser Gibbons, enfin à le battre au point. Et ça va être la première défaite de Tommy Gibbons, voilà.
Greb prend sa revanche et met un terme à l'invincibilité légendaire de Tommy Gibbons. Donc absolument énorme. Ensuite, il va continuer à enchaîner les victoires. Entre 1920 et 1921 notamment, il va continuer, il va rebattre des adversaires qu'il avait déjà battus, mais qui étaient toujours très bien classés, Chuck Wiggins et Jeff Smith. Et puis, il va y arriver un truc vraiment, c'est à partir de août 1921, où il va rencontrer un certain Kid Norfolk. Alors, Kid Norfolk, c'était un noir américain aussi, donc dont personne en fait voulait entendre parler, très peu voulaient le rencontrer. Et en fait, il avait un gros palmarès, ce boxeur. C'était 86 victoires pour seulement 19 défaites et 6 nuls. Et c'était un gros morceau parce qu'il boxait en mi-lourd, mais il pesait, en fait, il aurait pu être poids lourd parce qu'il pesait 8 kilos de plus que Greb au moment où il va le rencontrer. Donc je vous laisse imaginer la différence de gabarit. Mais Greb, une fois encore, va parvenir à s'imposer. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas sans douleur parce qu'il va être blessé à l'œil droit. Apparemment, ce qui s'est passé selon ce qu'ont rapporté les médias, Kid Norfolk qui parvenait pas en fait à le canaliser, quoi, ce Greb qui envoyait des rafales de coups de partout, il va lui mettre un pouce dans l'œil droit. Il va lui mettre son pouce dans l'œil droit. Ça, c'était une vieille technique à l'époque avec les gants de boxe. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire avec les gants actuels, puisque le pouce est volontairement rattaché au reste du gant pour pas qu'on puisse aller mettre le bout justement dans l'œil de l'adversaire. Et à l'époque, là, c'était une pratique des fois vicieuse qui se faisait. Et il se trouve qu'en fait, après ça, Harry Greb, on va lui découvrir quelques mois après un décollement de la rétine au niveau de l'œil droit. Voilà, il voyait quasiment plus de cet œil. Et on soupçonne, on n'a pas de preuves, mais on soupçonne fortement qu'en fait, c'est au cours de ce combat contre Kid Norfolk que ça s'est passé, voilà, quand il a pris ce pouce dans l'œil droit. Alors en fait, à ce moment-là, c'est une blessure très grave pour Harry Greb qui peut stopper sa carrière parce qu'un décollement de la rétine, ne plus voir quasiment de l'œil droit, même pour l'époque où on est un peu laxiste, un médecin ne te laisse pas monter sur un ring professionnel comme ça. Donc en fait, ce que va faire Greb, c'est qu'il va garder secrète cette blessure. Il va en parler vraiment qu'à sa femme, à ses proches. Et pour tromper les médecins, en fait, avant les combats, lors des visites médicales, ce qu'il faisait, c'est qu'au niveau de la vue, les tableaux où il y a les lettres, du coup, il apprenait toutes les lignes par cœur, parce que vous savez, c'est toujours les mêmes tableaux. Et il les apprenait par cœur, et du coup, c'est comme ça qu'il voyait à peu près où le médecin y indiquait de voir. Et il savait sur quelle lettre il était, et donc il l'a désigné. Et c'est comme ça qu'il est parvenu à tromper son monde. Et il a du coup continué sa carrière avec un œil à moins quasiment. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce que vous allez voir que malgré ce déficit à l'œil droit, Greb, il va encore enchaîner les exploits. En mars 1922 notamment, il va retrouver Tommy Gibbons, donc puisqu'il était le seul à avoir battu en fait. C'est un combat qui a lieu au Madison Square Garden et qui est prévu en 15 rounds, donc c'est des rounds de championnat du monde. Et apparemment, Harry Greb va être absolument incroyable dans ce combat. La presse en fait avait titré 1 million de coups ce combat parce qu'il disait que Greb il avait envoyé 1 million de coups. Alors c'est exagéré bien évidemment, mais en fait sur le combat, apparemment il n'a pas arrêté, quoi. C'était sans arrêt, c'était vraiment là le moulin à vent de Pittsburgh, quoi. C'était des rafales, et Tommy Gibbons il n'a pas vu le jour, et ça va être une grande victoire unanime d'Harry Greb au point qui montre qu'il a progressé, qu'il s'est relevé de ses défaites et qu'aujourd'hui il est plus dangereux que jamais. Et en mai 1922 notamment, il va rencontrer le jeune grand espoir de la boxe mi-lourd américain qui est Gentone. Alors Gentone, je pense que beaucoup le connaissent d'entre vous, c'est une légende absolue ce boxeur. Et alors il est notamment connu pour son parcours chez les lourds, puisque ça a été la bête noire de Jack Dempsey. Mais il a surtout brillé au niveau des mi-lourds. Et au moment où Greb le rencontre, c'est un des boxeurs les meilleurs au monde. Et il est invaincu en 49 combats, il y a 47 victoires et 2 matchs nuls. Et en jeu, le titre américain des poids mi-lourds. Voilà, titre de champion américain des poids mi-lourds. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le premier titre... c'est pas le premier titre pour lequel concourt Greb, puisqu'il avait déjà concouru sans succès pour un titre mondial face à Mike O'Dowd. Mais là, c'est son deuxième titre, quoi. Et il a une occasion, enfin, de devenir champion de quelque chose. Alors, ce ne sera pas champion du monde, mais champion d'Amérique. Et effectivement, il va y parvenir au terme d'un combat absolument épique.
Alors ça a été apparemment une guerre, une bataille. Alors Tenay a été très très combatif. C'était vraiment très serré pendant 10 rounds. Et puis en fait, après 10 rounds, Tenay il a commencé à craquer quoi, face à l'énorme débit de coups qu'il envoyait à Harry Greb. Et sur les 5 derniers rounds, apparemment, il a complètement lâché Jean Tenay. Et là, Harry Greb va faire un festival, il va y ouvrir des blessures, mais partout sur le visage, il va lui casser le nez. Ça va être un massacre apparemment. L'arbitre, de temps en temps, a arrêté le combat pour essuyer le sang sur les gants de Harry Greb. Et Harry Greb, de ce qui s'en est dit, en fait, a demandé à l'arbitre de stopper le combat. Il a dit non, mais il faut arrêter, vous voyez bien qu'au un moment. Et de l'autre côté, apparemment, il y avait Tenay qui disait non, justement, moi je veux pas être arrêté, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Du coup, ça allait à la limite des 15 rounds, mais victoire unanime d'Harry Greb qui a été vraiment impressionnant, qui en fait met un terme à l'invincibilité légendaire de Tenay. Et en fait, dans l'histoire de la boxe, Harry Greb, c'est le seul gars à avoir battu Jean Tenay. Voilà. Jean Tenay, c'est le seul gars qui est parvenu à y infliger la défaite, et ben c'était Harry Greb. Et c'est ce jour-là que ça s'est fait. Enfin, c'était en mai donc 1922. Et ce combat va être élu combat de l'année par Ring Magazine en 1922. Alors après cette opposition fabuleuse en fait, Tex Richards, qui était le très grand promoteur américain de l'époque, va avoir une idée, c'est d'opposer en fait Harry Greb, champion d'Amérique des poids mi-lourds, au champion du monde des mi-lourds, qui était notre Français Georges Carpentier. Alors ce combat ça va être débattu. Au final, apparemment, le clan Carpentier avait rejeté l'offre au niveau de l'argent. Enfin, c'était pas vraiment intéressant. Enfin, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça s'est jamais concrétisé, là, ce combat. Et donc, une fois encore, Greb n'aura pas de chance mondiale. Alors, ça l'arrête pas, puisqu'au mois de juillet, donc toujours en 1922, il rencontre un autre très grand nom de la boxe mi-lourd, qui est un futur champion et qui est une légende de cette catégorie, qui est l'un des meilleurs poids mi-lourds qu'on ait vu, c'est Tommy Loughran. Et il va le battre, Harry Greb. Il va le battre. Donc en 1923, il continue sur sa lancée, donc il va avoir 2 nouvelles victoires sur Tommy Loughran. Donc il y avait notamment une qui était sur des rounds de championnat, c'est-à-dire en 15 rounds. Et ça va être avec un jeu donc le titre de champion du monde, des États-Unis des mi-lourds. Et bon, voilà, Greb qui tombe pas de son piédestal, qui continue à dominer. Et en février 1923, il va retrouver Jean Tenay pour une revanche qui est très attendue. Voilà, puisque le premier combat avait été combat de l'année 1922, on attendait la revanche. Donc ça va être un combat très serré, très disputé. Alors Tenay va pas flancher cette fois, vraiment sur les 15 rounds, il va être compétitif, mais quand même Greb, avec son débit de coups, va le dominer. Et pourtant, à la fin, finalement, il n'y a que un juge qui le voit vainqueur. Je crois que d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est l'arbitre qui va voir Greb vainqueur, mais les 2 autres juges vont donner le combat à Tenay. Et cette décision, elle va être extrêmement controversée. À l'époque, William Meldon, qui était le président de la NYSAC, donc une fédération new-yorkaise, et en fait, il avait jugé cette décision vraiment injustifiable, quoi. Il l'avait désigné comme ça aux médias, injustifiable. Pour les médias d'ailleurs, il y en avait 15 qui voyaient Greb vainqueur, il n'y en avait que 4 qui voyaient Tenay vainqueur, et il y en avait 4 qui voyaient le nul. Voilà. Et c'est vrai que de ce qui s'est dit, des témoignages qu'on a eu, des rapports de presse, Harry Greb s'est fait voler à ce combat parce qu'il dominait. D'ailleurs, Tenay avait été blessé au cours de ce combat, il avait été coupé. Donc voilà, il encaisse une nouvelle défaite contre Tenay, mais c'est une défaite qui est très très controversée. Alors bon, ça n'arrête pas, Harry Greb, bien évidemment, puisque au mois d'août, en fait, il redescend, alors qu'il a enchaîné plusieurs combats chez les mi-lourds, il retourne dans sa catégorie de base chez les poids moyens, et il va rencontrer Johnny Wilson. Alors, il y a toute une histoire par rapport à ce combat. Alors, Johnny Wilson, qui était champion poids moyen, qui avait pris le titre je crois que c'était face à Mike O'Dowd, du coup, et il était champion depuis le début des années 20. Et en fait, Wilson, son promoteur voulait pas qu'il boxe Greb parce qu'il voyait que Greb était très dangereux et il voulait que son poulain reste champion. Et il y a une légende qui dit qu'apparemment, c'était dans un club où il y avait le promoteur de Wilson, Greb y était aussi, et en fait, il aurait payé les serveurs pour qu'ils y amènent des verres d'eau avec un colorant pour faire croire que c'était de l'alcool. Et en fait, il les a bu, et il a fait, en fait,
il a simulé la cuite, quoi. Le mec complètement bourré, alors qu'en fait, c'était pas des vrais verres d'alcool. Mais du coup, il faisait vraiment l'ivrogne de service. Et apparemment, ben, le promoteur du coup de Wilson, et ben, en fait, en voyant ça, s'est dit, bon, ben, au final, Greb, voilà, maintenant, il se laisse aller, il boit et tout. Donc, il a dit, je vais vite organiser un combat au final. Et je pense que Johnny Wilson le battra parce qu'il n'est pas du tout en condition, Harry Greb, s'il est dans cette période-là. Et donc, du coup, ça va marcher. Et Greb va obtenir donc sa chance mondiale contre Wilson. Et il va battre Johnny Wilson. Parce qu'en fait, il était très en forme. Il va le battre et il va devenir champion du monde des poids moyens. Enfin, Harry Greb parvient à décrocher un titre mondial. Alors, cette histoire donc qu'il aurait simulé le mec ivre, donc ça fait partie de la légende de la boxe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est dit, que c'est comme ça qu'il a obtenu sa chance mondiale. Et enfin, il est parvenu à décrocher le titre de champion du monde face à Johnny Wilson, qui est un très bon boxeur, mais qui, bizarrement, en fait, n'est pas par rapport à tous les adversaires qu'il avait boxé avant d'arriver là. Bah, c'est assez incroyable parce qu'il a boxé des mecs, des légendes, des champions, mais à chaque fois, il n'y avait pas le titre en jeu ou quoi. Et là, c'est contre Johnny Wilson, certes un bon boxeur, mais qui n'est pas resté dans la légende, qu'enfin, il décroche son titre de champion du monde. Voilà, donc vraiment incroyable. Et en décembre 1923, donc fin d'année, il remonte chez les poids mi-lourds. Donc pour vous dire comme il fait le yo-yo. Hein. Je vous rappelle que on est sur des pesées le jour J. Il n'y a pas de cut weight là où tu vas te déshydrater pour... Non, non. Là, il faut que le jour J du combat, tu arrives au poids. Ce qui veut dire que quand tu es à Rigreb, eh ben, tu n'as pas 36 solutions. Il te faut avoir un poids de jonction entre les deux. En sachant que le super moyen n'existe pas non plus à l'époque. Donc, c'est-à-dire que le mi-lourd, en fait, est entre 72 kg et 79 kg à peu près. Donc Greb, ouais, il doit maintenir un poids de forme entre 73 et 74 kg pour pouvoir être assez performant dans les deux catégories, pour pouvoir redescendre un peu et remonter un peu. Donc souvent, il va rencontrer des mecs qui sont plus lourds que lui en mi-lourd. Et là, il remonte donc en mi-lourd, fin d'année, pour une belle, entre guillemets, avec Gene Tenet, puisqu'ils avaient chacun une victoire l'un sur l'autre. Et cette fois-ci, eh bien, Tenet, une fois encore, va l'emporter, mais cette fois, par contre, c'est pas une décision controversée, vraiment. Tenet va dominer Harry Greb. Voilà, Tenet qui était un très très bon technicien, Gene Tenet. Allez vous renseigner sur ce gars-là. Et en fait, il s'était ajusté. Et bon, même si le combat était très disputé, que vraiment Greb y a mené la vie dure, Tenet est parvenu à être plus performant. Et au final, à l'issue des 15 rounds, il remporte une décision certes serrée, mais qui est méritée cette fois. Enfin, tout du moins, ce qui s'en est dit, puisque une fois encore, je vous rappelle qu'on n'a aucune image de ces combats. Alors bon, au final, en 1924, il va beaucoup plus se concentrer, Harry Greb, sur son titre des poids moyens qu'il vient d'acquérir. Alors notamment, il fait une défense de titre face à Ted Moore. Et puis après, il va se retrouver en fait face à un combattant qui était très évité à l'époque, c'est Tiger Flowers. Tiger Flowers, c'est un boxeur noir américain, donc ce qui fait que déjà il était assez évité, notamment par les champions, et qui a un très gros palmarès, 68 victoires pour 8 défaites seulement et 4 nuls. Et c'est un combattant un peu comme Harry Greb qui est très peu orthodoxe, c'est-à-dire que c'est un gars... c'est un cheval fou, quoi, Tiger Flowers, vraiment, c'est la bagarre, c'est les points qui partent, un gros volume de coups, quoi, les points qui partent dans tous les sens, mais avec plus de puissance que Nana Harry Greb. Et on se dit, franchement, une rencontre entre les deux, ça va être complètement fou. Et Harry Greb accepte de défendre son titre, de remettre en jeu sa ceinture mondiale face à Tiger Flowers. Ça va être tout un combat. Et Harry Greb, ce jeu-là va être le meilleur et il va remporter le combat au point. Voilà, donc très très grosse victoire d'Harry Greb là sur Tiger Flowers qui lui aussi à ce moment-là était un très grand espoir mais qui allait devenir une future légende de la boxe et notamment des poids moyens. Donc Greb le bat et cette même année 1924 il va retrouver une quatrième fois Gene Tenet. Cette fois-ci il va faire bien meilleur combat. Alors c'est un combat qui n'est pas en 15 rounds, c'est un combat qui va être sur 10 rounds, c'était un petit combat, enfin petit entre guillemets façon de parler parce que 10 rounds faut quand même les faire. Et ça va se terminer par un match nul.
un match nul cette fois, et un match nul controversé parce que pour beaucoup, Harry Greb méritait de gagner ce combat. Voilà, donc pour la deuxième fois, entre guillemets, il se fait voler par les juges sur Jean Tenay. Voilà, donc c'est un match nul. Il finit l'année chez les mi-lourds en battant Jimmy Delaney, qui était un très grand espoir poids mi-lourd. Donc belle année encore. 1925, il retrouve une nouvelle fois Tenay. Donc c'est la 5e fois qu'il le retrouve, Jean Tenay. Donc là, c'est le règlement de compte. Et Jean Tenay, à ce moment-là, il pèse 7 kg de plus que Harry Greb. Donc il y a beaucoup de différence entre les deux. Alors, Harry Greb, c'est pas forcément un truc qui lui fait peur, hein, parce que vous l'avez vu par le passé, il en a boxé des mecs plus lourds que lui, mais là, c'est Jean Tenay en face. Et Jean Tenay, bon, on ne le sait pas à cette époque, mais vous le savez, c'est quand même un futur champion des poids lourds. Hein. Le gars qui a fait tomber Jack Dempsey. Donc, c'est quand même pas rien. Et effectivement, en fait, sur les 3 premiers rounds, il va vraiment batailler comme un fou, Greb. Ça va être une bataille dans les premiers rounds. Alors, Greb, comme à son habitude, des rafales, une tempête de coups. Mais les coups de Tenay sont beaucoup plus incisifs. Alors, il boxe un peu en contre. Tenay, c'est des coups très durs. Et seulement au 4e round, il commence à craquer, Harry Greb. Il commence à plus vraiment à plus pouvoir appliquer sa boxe parce qu'il prend des gros coups. Et il se met à passer, ce qu'on ne l'avait jamais vu faire, sur un style défensif. Et Tenay, il voit très bien que si Greb fait ça, c'est qu'il est vraiment pas bien, quoi. Il a été touché. Alors Tenay, il va se mettre à accélérer. En fait, il va être très vicieux parce qu'il va beaucoup le travailler au corps. Il va même viser le cœur de son adversaire. Hein. Il va vraiment lui faire très très mal. Et Greb va tenir le coup. Et Tenay, enfin, vraiment, va le marteler, le malmener. Ça va quand même aller à la limite des 15 rounds, mais voilà, Greb va se faire terriblement punir dans ce combat. Il y a une légende qui dit qu'apparemment, quand ils étaient vraiment en lutte les deux, dans les derniers rounds où Greb vraiment s'accroche à Tenay, Greb, il aurait murmuré à l'oreille de Tenay, il aurait supplié de ne pas le mettre KO. Ce qui s'est dit. Et à Jean Tenay, il aurait accepté. Alors c'est Tenay qui a raconté ça, qu'il avait tellement de respect pour Harry Greb qu'en fait il a accepté sa demande de ne pas le mettre KO. Je sais pas si c'est vrai, hein, on n'a pas les images du combat, mais de ce qui s'en est dit, Greb s'est fait quand même bien punir. Alors est-ce que Tenay, au final, vous cherchez pas vraiment à le mettre KO? Je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est la légende, et bon, ma foi, c'est une belle légende. Donc là, c'est une terrible victoire, quand même, une terrible défaite pardon, pour Harry Greb. Et bon, on se demande s'il pourra s'en remettre. Mais il continue, en fait, il redescend chez les poids moyens. Et chez les poids moyens, il y a un autre très très gros défi qui l'attend, c'est Mickey Walker. Mickey Walker, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Là encore, c'est une immense légende de ce boxeur. Alors j'allais dire légende des poids moyens, mais légende tout court parce que c'est un gars qui a été champion du monde des poids welter. Il avait pris le titre en 1922 en faisant notamment tomber le très très bon Jack Britton. Il avait régné pendant, je crois, 4 ans, hein, jusqu'à 1926 chez les welter. Donc c'est un des meilleurs poids welter de l'histoire, Mikey Walker. Et en fait, il va passer le cap, comme certains l'ont fait chez les welter. C'est vrai, mais au final, ils ne sont pas si nombreux que ça, ceux qui sont passés des welter, qui sont allés chercher un titre moyen. Il y avait eu, évidemment, Sugar Ray Robinson qui l'a fait. Tommy Ryan l'avait fait avant Mickey Walker. C'était à la fin du 19e siècle. On a eu Emile Griffith, on a eu Sugar Ray Leonard. Mais au final, c'est quand même quelque chose de difficile. Et là, Mickey Walker va le faire. Et il va aller chez les moyens dans le but de faire tomber Greb. Et à l'époque, en fait, ce combat fait peur parce que Mickey Walker, il est très très bon. C'est vraiment, alors lui, c'est le cogneur, le puncher. Mike Tyson s'est beaucoup inspiré de Mickey Walker. Il en parle dans des interviews. C'était un de ses modèles, Mickey Walker. C'était une terreur, quoi. Le mec, il y allait, il rentrait dans son adversaire. C'était des crochets surpuissants. Et c'est vrai que ça faisait peur. Et en plus, on pensait que Harry Greb, en fait, il aurait du mal à faire le poids. Parce qu'il avait fait quand même pas mal de combats chez les mi-lourds. Notamment en début d'année, il avait combattu Tenay et on s'était dit, est-ce qu'il va pouvoir redescendre chez les moyens, perdre beaucoup de points en fait, arriver au poids, et même s'il y arrive, est-ce qu'il va pas être en fait anéanti par cette perte de poids et pas être du tout en forme. Et en fait, Greb, il va arriver au poids de 71 kg au combat et il va faire une grosse performance. C'est-à-dire qu'en fait, il va parvenir à dominer Walker.
Alors ça va être un combat de fou en 15 rounds, un des meilleurs championnats du monde de poids moyen. Il paraît que le round 2 était complètement fou. Que Walker, il était très très agressif, en fait, il y allait. Et Greb, cette fois-ci, en fait, va pas chercher à étaler son débit de coups face à cet adversaire hyper agressif et hyper dangereux. Il va plutôt le laisser un petit peu dérouler, tout en contrôlant le combat, en plaçant des contres. Et puis, au bout d'un moment, après les 2 premiers rounds, il va se mettre à déclencher à son tour. Et là, ça va être les rafales, les rafales, les rafales. Et il va toucher durement. À la 14e reprise, notamment, apparemment, sur un crochet du gauche, je crois, il va faire vraiment vaciller Walker. Il va le toucher. Et Mickey Walker, il va être vraiment au bord du chaos. Mais Greb va pas parvenir à l'achever. Et bon, au final, ça va aller jusqu'à l'addition des 15 rounds. Le dernier round, d'ailleurs, Walker revient très fort, apparemment. Mais incontestablement, eh bien, c'est Harry Greb qui remporte le combat. Donc, une de ses, peut-être la meilleure défense de son titre pour moyen, une de ses plus belles performances d'avoir battu Mickey Walker. Un combat qui a été apparemment fabuleux et qui voit Harry Greb s'imposer. Alors, après ça, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que au final, il y avait une idée de revanche, mais elle aura pas lieu, cette revanche. Tout du moins, elle aura pas lieu officiellement, mais elle se fera en fait apparemment, selon la légende, dans un club de nuit. Voilà, c'est dans une boîte de nuit apparemment qu'ils se sont retrouvés tous les deux, et on raconte que voilà, ils se sont battus en boîte, qu'ils ont fait la revanche. Alors, il y a eu plusieurs versions de cette histoire. Alors, certains ont dit qu'Harry Greb, il avait à nouveau gagné le combat, et d'autres ont dit que c'était Walker. Alors, ce qu'on en a su, c'est que Mikey Walker, il a déclaré plus tard qu'apparemment, en fait, ça s'est passé qu'ils étaient dans ce club de nuit tous les deux. Ils étaient autour d'un verre et ils parlaient de leur combat précédent. Et apparemment, Mickey Walker, il aurait dit ouais, mais au final, tu m'as battu un peu salement parce que tu m'as mis quelques coups qui n'étaient pas très nets, tu m'as mis des coups de pied, ou enfin, je sais plus. Il l'a accusé un peu de ça. Et Greb, qui avait quand même un petit peu bu, qui était en état d'ébriété, plus ou moins, eh ben, il l'aurait très mal pris, quoi. Il s'en est offusqué. Il a dit ah, ben, écoute, si c'est ça, on fait la revanche immédiatement, là de suite. On n'attend pas le ring, on le fait de suite, là sur place. Et ce qu'a raconté Mickey Walker, c'est qu'apparemment, eh ben, Harry Greb, il s'est levé, il a commencé à enlever sa veste, et en fait il était tellement ivre qu'il avait les bras qui étaient pris dans sa veste, dans son costume. Il n'arrivait pas à s'en dépêtrer, et là Walker, très vicieux, en a profité pour lui décocher un uppercut en plein menton, et du coup il a assommé Harry Greb, voilà. Donc c'est la légende là encore. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu, cette revanche un petit peu clandestine, si on peut appeler ça une revanche? Mais bon, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit, donc voilà, ça fait partie de la légende d'Harry Greb. En tout cas, pour revenir sur le premier combat qu'il a gagné, il faut savoir que juste 15 jours après ce combat, Harry Greb, eh ben, il va remonter chez les mi-lourds pour affronter Maxi Rosenblum. Maxi Rosenblum, peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais là encore, c'est une future légende, ce gars. Ça a été un des meilleurs poids mi-lourds de l'histoire. C'était pas un gros cogneur, loin de là, mais alors, très grand technicien qui dominait. Et Harry Greb va le battre au point. Voilà. Seulement 15 jours après sa victoire contre Walker, c'est quand même assez impressionnant. Et en 1926, donc, il continue à remporter des victoires, notamment sur des très bons boxeurs comme Roland Todd ou Jimmy Delaney, qui avait déjà boxé. Et puis, il fait une nouvelle défense de titre de poids moyen face à Tiger Flowers. Voilà, il le retrouve pour un combat revanche, Tiger Flowers. Ça va être un énorme combat, une fois encore. Et plutôt à l'image du premier, de ce qui s'en est dit, mais cette fois-ci, eh bien, les juges vont faire pencher la balance du côté de Tiger Flowers. Alors, de ce qui s'est dit, l'arbitre avait donné Greb vainqueur, mais les deux autres juges vont donner Flowers vainqueur. Ça va être une décision qui va être très très controversée, parce que pour beaucoup, Harry Greb, tout comme au premier combat, il avait dominé Flowers à ce jeu-là, ce style un peu bourrin, avec des très gros volumes de coups. Ça devait être des combats vraiment très excitant à voir, et c'est dommage qu'on n'ait pas d'image. Mais en tout cas, voilà. Beaucoup ont dit que franchement, Greb s'était fait voler et qu'il méritait la décision. Donc, il perd son titre mondial, et c'est Tiger Flowers qui devient le nouveau champion du monde des poids moyens. Alors, il va le retrouver dès le mois d'août 1926 pour la belle du coup. Et il espère en fait récupérer son titre des poids moyens
Harry Greb, donc de faire un petit peu ce qu'avait fait à l'époque, il n'y avait qu'un seul gars qui l'avait réussi chez les moyens, c'était Stanley Ketchel, qui était parvenu à récupérer son titre. Et là, il va tenter le même exploit, mais au final, à nouveau, en fait, ça va faire plus ou moins le même type de combat où il va dominer, mais à la fin, il se fait avoir sur la décision. C'est-à-dire que pour tout le monde, une fois encore, la décision était très controversée, ça a été une décision partagée. Je crois qu'une fois encore, c'est l'arbitre qui l'a donné à Greb et les deux juges en dehors du ring qui l'ont donné à Flowers. Mais décision hyper controversée, et donc du coup, qui l'empêche de récupérer son titre à Harry Greb. Donc après ça, peut-être sans doute écœuré par ce qui s'est passé, en fait, il va décider de prendre sa retraite. Voilà. Alors il faut savoir qu'en fait, pour la petite histoire, Tiger Flowers, il sera battu lui par Mikey Walker, qui deviendra champion du monde des poids moyens et qui sera un des meilleurs champions poids moyens qu'on ait vu. Mais Mickey Walker, d'ailleurs, je pourrais y consacrer un jour une vidéo, quoi, parce que lui aussi, très très gros palmarès. Mais bon, en tout cas, pour rester sur Harry Greb, lui, il se retire. Alors, on y avait fait une offre, on y avait proposé apparemment de devenir le partenaire de Jack Dempsey en vue du combat contre Gene Tunney. Oui, puisque Gene Tunney était monté chez les poids mi-lourds. Et on y avait dit, chez les poids lourds, pardon, excusez-moi, il était poids mi-lourd et il est monté chez les lourds. Et Dempsey, enfin le clan Dempsey avait proposé à Greb, du coup, de l'entraîner, en fait, d'aider Jack Dempsey à s'entraîner contre Gene Tunney. Et ce qui est marrant, alors, là encore, ça fait partie de la légende, Greb, il aurait dit apparemment, il aurait déclaré que c'était pas honnête, qu'en fait, il avait l'impression qu'en faisant ça, en fait, il volait de l'argent à Jack Dempsey. Et il va s'expliquer, il dit, parce que, honnêtement, j'aurais pu l'aider à s'entraîner comme il voulait, il aurait jamais pu battre un mec comme Gene Tunney. Il a dit donc j'aurais eu l'impression de le voler Jack en lui prenant de l'argent pour l'entraîner face à un mec comme Tunney. Ça va se révéler d'ailleurs puisque Jack Dempsey va perdre contre Gene Tunney. Il y aura un combat revanche qui va perdre aussi, alors de façon plus controversée. Je pense que beaucoup connaissent l'histoire des 14 secondes où Tunney était resté apparemment longtemps au tapis. Mais bon, en tout cas, voilà. Harry Greb, du coup, a refusé ce challenge un petit peu de Jack Dempsey, enfin, cette idée de l'aider pour un champion du monde poids lourd. Mais voilà. Donc, il s'est retiré définitivement en 1926. Alors, c'est après ça, donc, du coup, qu'il va avouer un petit peu publiquement ce qui était arrivé. C'est-à-dire qu'il avait perdu vraiment la vision de son œil droit. Il y avait eu le décollement de la rétine en 1921. Et qu'il a fait une bonne partie de sa carrière sans cet œil. En fait, le moment où c'était le plus flamboyant, j'ai envie de dire, puisque c'est là où il a obtenu tous ses titres. Donc ça a été vraiment énorme. Qu'il ait pu faire ça avec un œil, franchement, c'est quand même incroyable. Ce gars, il est vraiment incroyable, Harry Greb. Alors, une fois qu'il a dévoilé ça, effectivement, il va remplacer son œil droit par une prothèse, par un œil de verre, puisque bon, voilà, ça s'était détérioré. Et en fait, il va commencer, voilà, il se dit, j'ai gagné de l'argent, je suis à la retraite, voilà, je peux me refaire un visage. Donc, il se fait un œil de verre, il se fait mettre un œil de verre. Et en fait, il veut se faire aussi une opération du nez, voilà, pour un petit peu refaire son visage, parce que il avait une gueule quand même cassée. Et apparemment, donc, c'est le 22 octobre 1926 qu'il est opéré. Et on le met sous anesthésie et il va jamais se réveiller, voilà. Il va être victime d'une insuffisance cardiaque, Harry Greb. Et le 22 octobre 1926, à 14h30, il va décéder. Donc quelques mois seulement après sa retraite. C'est ça qui est quand même terrible, c'est que le gars, il a mené une vie mais de guerrier, quoi. Et au moment où il aurait pu profiter un petit peu de tout ça, voilà, il meurt bêtement suite à une anesthésie. Donc c'est quand même assez terrible pour ce gars qui était vraiment un guerrier et qui a marqué la boxe vraiment, et qui a un palmarès qui est absolument incroyable, puisqu'au final il a fini avec un total de 299 combats. Sur le total, il y a 261 victoires, il y en a 48 par KO, et il n'y a, sur ces 261 victoires, donc on a dit, il n'y a que 19 défaites, 18 matchs nuls, et il y a un combat sans décision. En sachant que là, donc 299 combats en tout, c'est ce qui a été recensé à l'époque. Mais très probablement, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été homologués. Donc ce gars-là, il est très probablement à plus de 300 combats. C'est énorme, quoi. Et si peu de défaites, avoir enchaîné des périodes de
d'invincibilité comme il l'a fait, quoi. Mais c'était... franchement, c'est incroyable, quoi. D'avoir pu faire le yo-yo entre deux catégories, les poids moyens et les mi-lourds, et d'être resté performant à ce niveau, à cette époque, où il y avait un rythme de combat très élevé. On n'avait pas les prépas d'aujourd'hui, une fois encore. On n'avait pas les connaissances d'aujourd'hui. On n'avait pas les pesées la veille. Franchement, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que moi, Harry Greb, je m'étais intéressé à lui parce que je voyais que très souvent, il était classé parmi les plus grands. Et j'avais toujours un peu du mal parce que je me disais, ouais, mais au final, on n'a pas de vidéo de ces combats, alors comment est-ce qu'on peut vraiment le juger? Le truc, c'est qu'en fait, si on n'a pas de vidéo de ces combats à lui, on a pas mal de vidéos de combats de ses adversaires. Gene Tenay, on a des vidéos. Mickey Walker, on a des vidéos. Tiger Flowers, on a des vidéos. Battling Levinsky, on a des vidéos. Je veux dire, il y a plein de boxeurs. Et en fait, c'est marrant que lui, il soit passé à la trappe. Il n'y a pas de vidéo. Mais c'est quelque part ce qui lui donne son aura mystique. C'est-à-dire qu'on connaît ses adversaires, on les a vus boxer, on sait que c'est des grands talents qui ont fait des combats de fou, et on sait qu'il les a battus. Et apparemment, de ce qui s'en est dit, il les a souvent battus de façon incroyable. Et c'est là toute l'aura mystique, légendaire de ce boxeur, c'est que ça reste comme c'est vraiment c'est la légende, quoi. On l'a pas vraiment fait, on l'a vu, il y a des gens qui l'ont vu à l'époque, mais aujourd'hui, on n'a que des vidéos de shadowboxing, mais... Et pourtant, on sait que ce gars-là, ça a été vraiment un boxeur absolument exceptionnel, incroyable, et qui le montre par son palmarès. Je vous invite vraiment, moi je mettrai en dessous, en description de la vidéo, tous les noms en fait que j'ai cités. Et je vous invite à regarder, à vous renseigner, vous prenez ces noms, vous allez voir sur Google, sur Internet, et vous regardez les carrières des mecs qu'il a battus. Et vous allez voir que ces mecs-là, c'est des légendes de leur époque. Les gars comme Tommy Gibbons, comme Gene Tenay, Mickey Walker, Maxi Rosenblum, Battling Levinsky, Mike O'Dowd, Mike McTwig, et j'en oublie. Enfin, c'est incroyable le nombre, le tableau de chasse qui s'est fait. Moi, c'est là que je me suis rendu compte quand je me suis intéressé vraiment à cette période de la boxe, où je commençais à vraiment voir les grands champions. Au bout d'un moment, quand je suis passé sur le palmarès d'Harry Greb, je me suis dit, ah mais lui il l'a battu, lui il l'a battu. Je retrouvais en fait tous les grands noms de cette époque, je me rendais compte qu'il les avait tous tapés. C'est ça qui est impressionnant. Et donc oui, pour moi, Harry Greb, évidemment, en fait, mérite pleinement son statut parmi les meilleurs. Pour moi, il est sur le podium, pound for pound, toute époque confondue, parce que c'est énorme ce qu'il a fait, je veux dire, en termes d'apport à la boxe par rapport à son époque. C'est incroyable, un tel palmarès. C'est une histoire absolument folle. Hélas, il est décédé prématurément, à 32 ans. Mais vraiment une histoire absolument dantesque, quoi. Et pour moi, vraiment, peut-être le boxeur le plus légendaire qu'on ait vu sur un ring. Voilà, Harry Greb. Bon, on arrive à la fin de ce podcast qui a été un peu plus court que les autres. Un peu particulier, effectivement, c'est toujours particulier de parler d'un boxeur sans que vous ayez les images. Là, c'est un petit peu à vous d'imaginer, mais effectivement, on n'a pas d'image à vous fournir pour lui. Et une fois encore, c'est ce qui fait la légende de ce boxeur. Voilà, ça fait rêver aussi. C'est à nous de fermer les yeux et d'imaginer un peu ce que c'était à cette époque. Mais vraiment, incroyable boxeur. Et j'espère qu'on pourra en reparler aussi. Moi, c'était un petit peu l'occasion aussi de vous parler de cette époque, parce que... Évidemment, c'est très bien. Alors déjà, c'est très bien ceux qui regardent dans le passé, notamment qui vont voir les années 80, les années 70. Mais allez voir aussi dans les années 50-40. Et vous avez des vidéos de combat. C'est Mike Tyson qui en parlait récemment dans une interview. Je ne sais plus avec qui il était. Et qui lui dit au gars, il lui dit, mais est-ce que tu as déjà vu les vieux combats? Et le gars lui dit, ouais, mais les vieux combats, noir et blanc et tout. Il lui dit, non mais t'as vu par exemple, il dit, je te donne l'exemple le plus connu, Sugar Ray Robinson, tu trouves pas ça extraordinaire? Et en fait, c'est ça, Tyson, alors lui surtout qui connaît très bien ça, parce que Cus D'Amato l'a formé à ça, aller voir les vieux combats, et il sait que tu trouves des pépites. Et même si les techniques, oui, bien sûr, elles ont évolué, mais pourquoi elles ont évolué? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des mecs comme ça pour les faire évoluer. Et regardez ces vieux combats, renseignez-vous sur cette époque. Et moi, je voulais parler aussi de cette époque-là d'Harry Greb entre les années 10 et les années 20. J'espère qu'on pourra en faire des vidéos, notamment sur des boxeurs comme Mickey Walker, Gene Tenay, Jack Britton, Benny Leonard et tant d'autres. Parce que c'est
En fait, c'est une époque flamboyante, c'est une époque légendaire, quoi. C'est les gladiateurs, quoi. C'est ça qui est impressionnant, vraiment, et c'est... Voilà, vous avez eu toutes les anecdotes qu'il y a sur Greb, il y a plein de légendes comme ça, c'est un univers légendaire. Voilà, pour moi, cette période de la boxe, c'est un univers légendaire, et c'est pour ça que moi, j'essaie de vous la faire découvrir aussi. Donc c'est pour ça que j'espère que ce podcast vous aura plu. Et bon, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez ce boxeur, je sais qu'il y en a parmi vous qui le connaissez. Peut-être certains le connaissaient aussi que de nom, mais n'hésitez pas forcément à rester sur sa carrière. Je vous invite à le faire parce que moi, j'ai quand même parlé pendant 1 heure, mais j'ai essayé d'être aussi bref. Il y a certains trucs que j'ai un petit peu zappé parce que sinon ça va être trop long, mais allez voir la carrière de ce gars, c'est juste hallucinant. Voilà, en tout cas, merci et ben, j'espère vous retrouver donc pour le mois prochain pour un nouveau podcast. Il était une fois d'abord. Salut!